de l'Institut, et c'est normal. Pour savoir ce qu'est réellement l'IRIC, ce que représente l'Institut, il faut se rendre dans des pôles, par exemple de diplomatie multilatérale, comme à Addis Abeba, le siège de l'Union africaine, ou bien se rendre à Bruxelles, le siège de l'Union européenne, ou encore le siège des Nations Unies à New York. Ouais. C'est là que vous verrez que 60% des diplomates de carrière africains ont été soit formés, soit recyclés à l'IRIC. Pour moi, c'est un palmarès éloquent. Et je pense donc que le fait que l'IRIC ait survécu à de nombreuses autres écoles similaires qui ont été créées à peu près après elle montre bien qu'il y a eu quand même un succès qui ne peut pas être discuté. On verra tout à l'heure qu'est-ce que l'IRIC a fait de ce succès. Mais avant cela, regardons un peu, on va dire, l'environnement physique et infrastructurel de cet institut, qui est resté quand même assez modeste, peut-être même austère. Est-ce qu'on peut reprocher aux directeurs successifs de n'avoir pas suffisamment investi dans les infrastructures et d'enseignement et de recherche? Je ne pense pas. L'IRIC avait été conçu sur le plan architectural pour abriter pas plus de 150 étudiants. Donc la colline d'Aubigny, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est effectivement le terme qu'on utilise pour désigner le lieu où se trouve son campus, a des boucarous et à peu près 54 étudiants peuvent y résider dans des chambres assez confortables. En termes donc d'infrastructure, c'était cela qui avait été prévu au début. Mais évidemment, les choses ont changé, la demande s'est accrue et il y a eu un renouvellement infrastructurel à l'IRIC, en particulier autour des années 2000, au début des années 2000, qui s'est accéléré vers les années 2004, 2005, 2006. Donc c'est pour dire que tel que ça avait été conçu au départ, avec le nombre qui avait été imaginé, les infrastructures suffisaient largement. Maintenant, avec les nouvelles recrues, évidemment, il a fallu construire de nouveaux amphithéâtres, construire de nouvelles salles, des laboratoires de toutes sortes, de langues, etc. Et naturellement, ça a posé des problèmes à un moment donné parce qu'il y avait des chevauchements entre l'ancien effectif et les nouveaux effectifs qui se présentaient à la porte de l'IRIC. Ces effectifs-là n'entachent pas la dimension et le caractère élitiste de l'école. La diplomatie, comme les études internationales ou alors les professions internationales, ne sont pas des professions ouvertes à tout le monde. Et je pense qu'on le comprendra aisément. Ce sont des endroits de la complexité, de la gestion de la complexité, et aussi de la gestion des nuances, de la gestion de la diversité. Ce n'est pas tout le monde qui est fait pour pouvoir absorber cela avec bonheur. Donc on est bien obligé de trier, non pas par élitisme, mais par recherche du profil adéquat pour que le résultat soit au rendez-vous. C'est la diplomatie, tout le monde le sait, qui construit et constitue la notoriété, la réputation de l'IRIC. Et de ce point de vue-là, est-ce que 50 ans après, on dispose d'un corpus en termes de production, mais également d'enseignants qui sont spécialistes de la diplomatie camerounaise et africaine? Bon, vous savez que c'est un domaine où l'évolution est constante, je dirais même quasi quotidienne. Le monde d'aujourd'hui, de 2022, n'a pas grand-chose à voir en termes techniques avec celui d'il y a seulement 20 ans. La configuration du monde a changé, les acteurs internationaux eux-mêmes se succèdent les uns après les autres, les philosophies, tout comme les hégémons, c'est-à-dire les puissances qui contrôlent ou qui ont la prétention de contrôler le monde, changent également. Donc, on est obligé par conséquent d'enseigner ces mutations avec le plus d'exactitude possible, mais aussi avec la place de l'Afrique dans ces mutations. Parce que la philosophie de l'IRIC n'est pas simplement de transmettre des connaissances éthérées, des connaissances abstraites, des connaissances théoriques. Non, c'est également de voir qu'est-ce que l'Afrique en général, qu'est-ce que le Cameroun peut tirer de ce système international, comment il peut agir en tant qu'acteur international, comment on peut manifester ou maximiser nos intérêts
dans ce système également. Donc ce n'est pas un jeu simplement d'observation. C'est aussi de préparer des acteurs qui soient conscients des enjeux, qui puissent influencer ces enjeux en faveur de notre pays et en faveur du continent. Au sujet de ces enjeux, professeur Jean-Emmanuel Pondy, il y a toutes les nouvelles problématiques, par exemple les nouvelles formes de conflictualité, la course à un armement de plus en plus dévastateur, l'éclatement des grands blocs, l'affaiblissement continu, voire même l'inadaptation de l'ONU. Est-ce que tout cela ne doit pas conduire à, on va dire, un renouvellement de la formation des diplomates à l'IRIC? L'IRIC a déjà répondu à ces problématiques de façon, je dirais, réaliste et en temps réel chaque fois. En d'autres termes, quand vous prenez la décennie des années 70, quand a été créé l'IRIC, le 24 avril 1971, par décret présidentiel, il s'agissait d'insérer l'Afrique dans le champ des relations internationales en général, mais des relations diplomatiques en particulier. L'IRIC a donc formé ce qu'on a appelé les diplomates du développement. C'était cela l'objectif de l'Institut. Et ceci a été très bien fait, puisque quand vous prenez la résolution sur l'approche africaine du droit de la mer, cette résolution a été dressée, a été conçue à l'IRIC, pour toute l'Afrique. Et aujourd'hui, c'est la résolution qui a toujours cours, c'est-à-dire la position africaine sur le droit de la mer. Donc, voilà un exemple concret des résultats des travaux et des diplomates et des penseurs et des chercheurs de l'IRIC de l'époque. Quand vous prenez les années 80, vous voyez très bien que l'IRIC, encore une fois de plus, a été présente dans les changements qui sont survenus, en particulier à partir de novembre 89, avec la chute du mur de Berlin, avec le changement d'un monde bipolaire vers un monde de plus en plus unipolaire. Eh bien, là aussi, l'IRIC a réajusté sa formation pour inclure des nouvelles propositions qui seront réalité à partir de 1993. Et à partir de 1993, il y a une réforme des enseignements et des programmes de formation de l'IRIC. À la faveur de la fameuse réforme universitaire générale, mais au niveau de l'IRIC qui va se manifester par la naissance de nouvelles formations qui vont non plus se focaliser seulement sur la diplomatie, qui reste bien sûr le cœur de métier de l'IRIC, il faut bien le dire, mais à côté de cela, vous avez des masters nouveaux en marketing international, en contentieux international, en banque, monnaie, finance internationale. Vous voyez, autant de nouveaux champs qui demandent à l'Afrique d'être présente et d'exprimer son point de vue et son analyse à partir des experts bien formés. Donc l'IRIC a répondu à cela. Aujourd'hui, dans les années 2000, on voit très bien que l'arrivée de la Chine, de l'Inde, de l'Afrique du Sud, donc les BRICS, est l'une des particularités des temps d'aujourd'hui. Et l'IRIC, quand vous regardez l'offre de formation, a même anticipé. Parce que dans les années 1996, je me rappelle bien, puisque j'étais secrétaire général de l'IRIC à ce moment-là, eh bien, le centre de langue et de civilisation chinoise a été créé à l'IRIC. Je dis bien 96, qui s'est transformé en 2007, je pense, en Institut Confucius. Et là, déjà, nous étions en collaboration étroite avec la Chine, bien avant bon nombre d'autres pays. Ce primat donné aux Chinois et à la Chine correspond-il à simplement des préoccupations d'ordre académique ou il y a un cheminement beaucoup plus stratégique au niveau, par exemple, des choix et des options diplomatiques du Cameroun? Ce qui est important pour un pays comme le Cameroun, selon moi, bien sûr, c'est d'ouvrir la palette des partenariats. Quand vous ouvrez la palette des partenariats, vous allez accroître la capacité de remplir le cahier de vos besoins, en général. Et dans les années 2000, on a très bien vu qu'il y a eu de nouveaux partenaires. La Chine en étant un, mais en plus la Turquie, l'Inde,
un certain nombre de pays comme ça, le Japon naturellement, depuis déjà la TICAD, le Japon s'est signalé comme un partenaire important. Plus vous avez des partenaires, plus vous avez la capacité de diversifier votre influence dans le monde également, dans l'autre sens, c'est-à-dire du sens sud-nord. Il ne faut pas seulement que ce soit nord-sud, mais il faut aussi qu'il y ait sud-nord. Et les BRICS représentent justement un nouveau champ d'influence. Parce que quand vous prenez la richesse que ces pays amassent, c'est-à-dire les pays du BRICS, elle est au moins égale, sinon supérieure, à celle des pays qui jusqu'ici ont dominé le monde, c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord. Voilà. Est-ce que ces alliances et ces partenariats s'accompagnent, on va dire, de l'intégration dans les curricula de formation, de considération, on va dire, culturelle? Bien entendu, puisqu'à l'IRIC, il y a des cours qui sont consacrés à ces pays, à leur culture et à leur civilisation. En plus de cela, vous avez également des chaires. Vous avez des chaires qui sont ouvertes à, par exemple, l'islam. Et dans la diversité islamique, il y a une chaire qui s'occupe de ces questions-là. Vous avez une chaire francophonie et mondialisation que je dirige. Vous avez, donc vous avez des lieux de formation académique qui prennent en compte totalement la diversité du monde et son impact sur l'Afrique, mais aussi dans l'autre sens. Comment est-ce que l'Afrique peut s'organiser pour impacter le reste du monde à partir de ses réalités, à partir de sa diversité, mais surtout à partir de son ancienneté. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est le continent le plus vieux du monde. Je voudrais vous proposer maintenant d'autres regards et d'autres avis sur cette école-là, et notamment sur ses 50 ans. C'est dans un élément tourné par William Badier sur le regard des Camerounais et des anciens Iriciens. Depuis sa création, il y a une cinquantaine d'années, l'Institut des Relations internationales du Cameroun a vu passer plusieurs générations d'étudiants. Ces milliers d'étudiants, aujourd'hui cadres dans les administrations publiques, parapubliques et même privées à l'échelle nationale comme à l'international, gardent de précieux souvenirs. Je suis entré dans cette école à l'époque comme major de ma promotion. Nous sommes dans les années, milieu des années 90, dans les années 96 par là. On avait toujours des ambassadeurs qui venaient nous entretenir au sein du campus. Et nous avions également la visite de très hautes personnalités. Moi, particulièrement, j'ai eu la chance d'être le guide de M. Pierre Boutros Ghali, qui était à l'époque secrétaire général de la francophonie, que j'avais guidé à la bibliothèque lyrique. Et il avait fait cette visite en compagnie du secrétaire général du Commonwealth de l'époque. Le personnel administratif qui chemine depuis de longues dates au sein de cette institution garde également de très beaux souvenirs. Moi, j'ai eu une expérience très enrichissante lors de mon voyage en Chine. C'est-à-dire que j'avais ouvert le bal, ce qui n'était pas évident. Donc, je suis rentrée avec une très grande expérience de ce voyage-là, que ce soit dans l'ensemble du pays. En fait, les voyages d'études, c'était une tradition à l'IRIC jusqu'à ce que le Covid vienne un peu ombrager sur ces activités-là. Au-delà des aspects culturels et sociaux, l'Institut des Relations internationales du Cameroun a connu de très grandes avancées. Sur le plan académique, en réalité, la réforme de 1993 nous a trouvé en plein. Je me rappelle, à cette époque, il y a eu la création de nouvelles filières. Et cela a coïncidé, n'est-ce pas, avec l'avènement du système des unités de valeur. Et nous qui étions donc chefs cellule informatique, nous avons procédé avec le regretté professeur Koumou-Lucien à recenser toutes les informations au niveau de la scolarité, au niveau de la bibliothèque et à les informatiser. Placé sous la tutelle technique du ministère des Relations extérieures, l'Institut des Relations internationales du Cameroun poursuit inexorablement sa marche vers le rayonnement de la diplomatie camerounaise. Monsieur le directeur honoraire de l'IRIC, pouvez-vous réagir surtout sur la question relative au niveau et à la qualité des produits de l'IRIC aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, quand vous avez une massification
des effectifs en termes estudiantins, il est évident, il est clair, il est inévitable que le niveau de qualité avec un effectif restreint ne peut pas être maintenu. La vérité, c'est que avant, pour déposer son dossier à la scolarité, pour être considéré pour admission, il fallait avoir 12 sur 20. Il fallait avoir 12 sur 20. Si votre dossier, s'il n'avait pas 12 sur 20 de moyenne générale, votre dossier n'était pas accepté, n'était pas retenu par nos services de scolarité. Et qui a décidé... Ce verrou a été levé et aujourd'hui, avec 10 sur 20, vous pouvez déposer. Donc, je donne simplement un indicateur. Pourquoi cela a été levé? Bon, peut-être pour des raisons de démocratisation, peut-être. Des raisons politiques? On ne peut pas dire politique, je dis des raisons de démocratisation de l'accès à l'IRIC et pour se défaire aussi de l'idée selon laquelle ce serait une institution peut-être trop élitiste. Je crois que ça peut être une des raisons. Mais moi, je pense que ça n'empêche pas qu'il y ait toujours de très très bons éléments à l'IRIC jusqu'aujourd'hui. C'est incontestable. Parmi les qualités, il y a donc le bilinguisme qui est un marqueur identitaire du Cameroun et vous-même, vous faites partie des exemples, professeur Jean-Emmanuel Pondy. Les diplomates que vous formez aujourd'hui à l'IRIC sont-ils parfaitement bilingues ou alors il s'agit d'un bilinguisme, on va dire, à géométrie variable et à plusieurs vitesses comme on observe dans les universités camerounaises? À moins que les choses aient changé depuis lors, normalement, quand vous arrivez à l'IRIC, 6 mois plus tard, le problème du bilinguisme ne doit plus et ne peut plus se poser. Parce que vous êtes soumis à une formation dans l'autre langue officielle automatique. Ce qui fait qu'après un certain temps, vous êtes obligé d'assimiler la langue de l'autre idiome officiel. Si vous êtes francophone, c'est l'anglais. Si vous êtes anglophone, c'est le français. Et je dois aussi dire que je ne vois pas comment un expert des relations internationales qui n'est que francophone peut s'en sortir. Tout comme un expert des relations internationales qui n'est que anglophone peut s'en sortir. Et il me semble que les langues les plus usitées dans le monde aujourd'hui, c'est d'abord l'anglais, ensuite le français, l'allemand, l'espagnol. Mais nous, nous militons pour que les langues africaines, au moins une, soit aussi une langue planétaire, mondiale. Et ça, c'est très important, parce qu'on ne peut pas avoir un monde de diversité avec juste l'imposition de quelques langues qui ne soient pas des langues issues du monde entier. Cela ne vous a pas empêché, en tout cas n'a pas empêché l'IRIC de commencer par introduire plutôt le chinois, alors qu'on se serait attendu que ce soit une langue africaine. Je dois dire que ce n'est pas étonnant, parce qu'en fait, la plupart des Iriciens sont bénéficiaires des bourses des pays dans lesquels ils vont. Donc, l'une des conditions, bien sûr, pour suivre les cours académiques dans le pays qui les accueille, c'est de comprendre la langue. C'est la raison pour laquelle tel est le cas. Parlez-nous un peu de ces nouvelles filières introduites à la faveur de la réforme universitaire de 1993. Leur introduction venait résoudre quels problèmes et qu'est-ce qu'elles ont apporté, même ces filières? Elles ont apporté une diversification de l'offre pédagogique et de l'offre professionnelle. Elles ont également exposé davantage positivement l'Afrique dans de nouveaux domaines assez techniques. Et elles ont également permis à l'IRIC de ne pas fermer ses portes. Parce que pendant un certain moment, vous savez que les promotions des diplomates à l'IRIC étaient entre 8 personnes, maximum 15. Entre 1971 et je dirais 1996 par là. Donc il n'y avait pas beaucoup de recrutement d'étudiants à l'IRIC parce que c'était compensé par la présence sur le campus d'étudiants étrangers dont le nombre était supérieur d'ailleurs aux étudiants camerounais. Donc la coopération internationale de l'IRIC était extrêmement forte. Nous avions des stagiaires diplomatiques venus naturellement de tous les pays de la sous-région, l'Afrique centrale, mais également venus d'aussi loin que Madagascar, l'île Maurice, le Togo, parce qu'aujourd'hui au Togo, sur 10 diplomates de carrière togolais, 8 ont été formés à l'IRIC. C'est un exemple que l'on peut multiplier un peu partout. Donc il y avait beaucoup plus d'étudiants étrangers, stagiaires diplomatiques et
qui venaient faire des recyclages à l'IRIC que des étudiants camerounais à l'époque. Et c'est pour ça que l'IRIC pouvait fonctionner. Mais avec la crise économique, on a bien sûr constaté qu'il n'était plus possible pour tous ces gouvernements d'envoyer leurs fines fleurs professionnelles au plan diplomatique à l'IRIC. Ça a donc créé une sorte d'asphyxie de l'Institut et il a fallu trouver des moyens pour faire en sorte que l'Institut fonctionne correctement et soit toujours utile, non seulement au Cameroun d'abord, bien sûr, mais aussi à l'Afrique. Et donc ces nouvelles filières ont rempli un besoin qui existait, celui de présenter l'Afrique dans le monde international, sur la scène internationale. Comment est-ce qu'on fait le marketing? Ça ne s'improvise pas, international. Comment est-ce qu'en termes de contentieux, quand l'Afrique a des litiges, comment est-ce que les spécialistes vont présenter la voix de l'Afrique dans les meilleures conditions possibles? Mais vous avez vu l'exemple de Bakassi, où l'IRIC a joué un rôle crucial dans le résultat, parce que ce sont les professeurs de l'IRIC, en grande partie, qui ont été à l'avant-scène. Donc c'est pour dire que ce n'est pas des filières fictives, ni des filières abstraites, mais elles ont effectivement servi le Cameroun, et elles ont servi l'Afrique en temps opportun. Mais cette ouverture n'a-t-elle pas impacté négativement la qualité de la formation? J'ai dit tout à l'heure qu'avec la massification arrive une baisse de niveau de qualité. Ce n'est pas propre à l'IRIC. C'est tout simplement la norme. Maintenant, le challenge, c'est-à-dire le défi, c'est de faire qu'il y ait un nombre important d'étudiants, mais avec une qualité indiscutable. C'est ce à quoi s'attelle l'IRIC incontestablement. Et si vous allez retourner sur le campus de l'IRIC aujourd'hui, eh bien vous allez voir que la qualité a remonté de manière spectaculaire et qu'aujourd'hui, franchement, nous pouvons être à nouveau très fiers de nos étudiants et de nos stagiaires diplomatiques qui commencent à affluer encore sur le campus de l'IRIC venant de très nombreux pays. Nous avons formé en tout à peu près dans une quarantaine de pays africains. Sur les 54 que compte l'Union africaine, sont passés par l'IRIC. En termes de recyclage, en termes de formation initiale. Quand on dit formation initiale, n'oubliez pas que l'IRIC est une école post-universitaire. Donc on ne reçoit à l'IRIC que ceux qui ont déjà la licence, à l'exception du programme d'attaché d'ambassade, qui est un programme qui reçoit à partir du baccalauréat. Alors, un autre élément de fierté, c'est que l'IRIC a toujours été, par le passé, un laboratoire de réflexion et de production des savoirs en relations internationales. Mais l'IRIC semble confiné aujourd'hui à l'enseignement. La preuve, il n'y a plus cette valse des grands noms de la scène internationale au campus d'Obili. On note même une dizaine des grandes conférences. L'animation scientifique bat de l'aile. La grande IRIC semble devenue un tigre de papier. C'est un sentiment que vous partagez? Vous ne vous étonnerez pas que je ne partage pas du tout, mais alors pas du tout, cette description que je trouve malheureusement erronée par rapport à la réalité. Et je sais que vous l'avez placée devant moi pour me titiller et pour, entre guillemets, me provoquer. C'est tout à fait normal. Réagissez donc, professeur Jean-Emmanuel Je dirais Condé. que l'IRIC n'est pas du tout dans cette logique descriptive que je viens d'entendre. N'oubliez pas, Monsieur Tuisseux, que le monde a été fermé pendant près de 2 ans, où aucun avion ne décollait ni n'atterrissait. Je ne vois pas comment nous aurions une valse de conférenciers internationaux, puisque notre cœur de métier, c'est l'international. Et je tiens à profiter de ce podium que m'offre la CRTV pour répéter aux Camerounais, nos compatriotes, qui nous interpellent souvent. « Ah, vous ne vous occupez que de ce qui se passe à l'étranger, on ne vous entend pas sur tel problème qui s'est passé au marché de Mbopi, à Douala, etc. » Ce n'est pas ça notre affaire. Nous sommes des spécialistes des questions internationales et dans le monde intellectuel, il y a des spécialisations. Donc, les grands conférenciers internationaux ne pouvaient pas venir à l'IRIC pendant les 2 dernières années, comme ils ne pouvaient aller dans aucun campus, dans aucune académie diplomatique mondiale à ce moment-là. Et je crois que ça a évidemment pesé, mais nous avons remédié à cela parce que nous avons eu recours au Zoom, aux conférences. Nous avons effectivement tenu des grandes conférences
internationales et les conférenciers internationaux sont intervenus à l'IRIC. Évidemment, vous n'alliez pas les voir à la CRTV puisqu'ils n'étaient pas ici au Cameroun. Mais nous, à l'IRIC, nous avions tout ce monde-là et les cours se sont poursuivis sur instruction du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, que nous passions, que nous basculions nos enseignements sur le digital. C'est ce qui s'est passé. Le ministère des Relations extérieures s'est toujours arrangé à ce que tous les grands noms de la diplomatie puissent faire escale à l'IRIC d'une façon ou d'une autre, pour le meilleur fonctionnement de nos étudiants et pour leur acclimatation avec la sphère diplomatique. C'est ainsi que, comme on l'a dit tout à l'heure, des personnalités comme les secrétaires généraux de l'OUA, Ide Umaru, il y a longtemps, en 1985, Edem Kodjo, les années 90, toutes ces personnalités sont passées à l'IRIC, sans parler bien sûr de Pérez Zekoyar, secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali, en sa qualité de secrétaire général aussi des Nations Unies, toutes ces personnalités sont passées à l'IRIC. Ce plaidoyer signifie-t-il que nous avançons vers des jours plus animés au plan scientifique à l'IRIC, passé les 2 années de Covid-19 auxquelles vous attribuez non, il y a eu même beaucoup de productions scientifiques à l'IRIC, même pendant cette période-là. Non, parce que vous semblez faire une césure que ces temps-ci sont des temps de désert, il n'y a pas grand-chose à l'IRIC. Je pense que ça ne correspond pas à la réalité. Pour ceux qui suivent vraiment le fonctionnement de l'Institut, il n'y a pas eu cette césure dont vous parlez et à laquelle vous faites allusion. Il y a eu certainement moins d'exposition, moins de projection au niveau du public, ça c'est vrai, mais je peux vous assurer qu'en termes de formation, nous avons continué là-bas, tel que j'ai vu en tout cas, à s'assurer que les choses sont faites de manière normale et selon les normes internationales. L'IRIC est jugé selon les normes internationales. Au sujet de l'exposition, il y a en ce moment le gouvernement qui expose son savoir-faire et les services publics rendus aux usagers dans le cadre du SAGO, le Salon de l'Action Gouvernementale. Vous en avez entendu parler, ne serait-ce qu'en suivant l'actualité, ou alors vous avez fait vous-même un tour sur pas encore, mais je suis bien au courant de cette actualité. Très bien. Alors, je vous propose d'y faire un tour, ne serait-ce que dans ce reportage, pour voir les administrations qui sont présentes, mais également les personnalités. Que vont-elles chercher dans ce salon? Cyril Kingembepe. La 11e édition du Salon de l'Action Gouvernementale regroupe du beau monde. Au-delà des 200 exposants, les conférences sont un moment couru. L'un des problèmes, souvent relevé par la presse au Cameroun, c'est l'accès à l'information. Donc moi, généralement, le SAGO est pour moi mon moment de marché de l'information. Je fais mes emplettes informationnelles parce qu'on a dans un espace, pendant plusieurs jours, la plupart des ministères, la plupart des établissements administratifs, ça permet aux gens de répondre à la question de savoir à quoi sert telle administration, à quoi sert telle autre administration. C'est aussi l'occasion pour vous d'avoir des explicitations, des éclaircissements sur telle actualité, même qui a eu lieu il y a 6 mois ou un an. Pour les institutions publiques, le moment est merveilleux. Il faut passer la bonne information aux visiteurs. Présenter de nouveaux projets. Vous savez que nous sommes restés pendant beaucoup d'années sans production. Et s'il n'y a pas une production, l'offre baisse et la demande augmente. Donc, ça fait des problèmes sur le marché immobilier. Donc, nous comptons inverser la tendance avec l'aide que le gouvernement apporte à la société immobilière du Cameroun. Nous comptons aussi sur l'embellie des états financiers que nous avons fait. Ce qui est nécessaire maintenant, c'est de lancer la production. C'est la production qui amène le relèvement total de la société. Dans les stands au Palais des Sports, les échanges vont bon train. À la longue, l'on aura plusieurs milliers de visiteurs.
4 jours de l'événement, on n'avait pas le temps de dérouler toutes les conférences. Et puis le public qui vient progressivement au salon trouvait très intéressant. Et en 4 jours ne parvenait pas véritablement à parcourir le salon. Et on s'est dit, pour que cela soit fait, la seule réponse qu'on a dû apporter, c'était de rallonger l'événement à 10 jours. En 10 jours, c'est vrai que ça sera pénible, mais croyez-moi, il y a du contenu. Il y a du contenu pour pouvoir tenir sur les 10 jours. En termes de conférences, nous passons de 12 à 20 conférences cette année. Le nombre d'expositions est sensiblement le même, environ 200 exposants. Et nous attendons un peu plus de 100 000 visiteurs cette année. La vie au Salon de l'action gouvernementale, c'est également la reconstruction des entreprises locales en difficulté. La Sonara se porte bien, elle remplit toujours sa mission d'approvisionner le marché local et une partie de la sous-région. Et que dès que le projet de reconstruction est mis en place, démarre, je pense que c'est tout le Cameroun qui va sourire. Parce que quand notre président parle, il agit. Et nous avons donc grand espoir. Jusqu'au 1er juillet prochain, le gouvernement et les usagers vont avoir des échanges ouverts et francs. Parlons un peu de lyrique et de la diplomatie. Voilà un instrument de soft power ou de diplomatie d'influence, comme vous dites, au regard du nombre de diplômés en poste en Afrique et même à travers le monde. Mais durant toutes ces années, aucun réseau structuré pour tirer avantage et bénéfice de tous ces produits-là. Alors pourquoi lyrique n'optimise pas son capital humain? D'abord, il convient de dire que tout diplomate de carrière, de métier camerounais est issu de lyrique. C'est déjà la contribution majeure de l'Institut. Deuxièmement, la quasi-totalité aujourd'hui des chefs de mission diplomatiques sont aussi des diplômés de lyrique. Donc c'est déjà un réseau, si vous voulez, puisque naturellement, la plupart d'entre eux ont été formés dans le même moule. Un réseau informel. Informel, mais aussi évident et réel. Parce qu'ils se connaissent, ils se sont côtoyés, et il est facile pour eux de travailler ensemble, je dirais. Maintenant, je ne sais pas ce que vous entendez par... Est-ce qu'il faut une association, selon vous, d'anciens de lyrique? Ça existe. Elle existe bel et bien. Il y a des réseaux en diplomatie qui permettent le lobbying, qui sont des lieux de prise de certaines décisions qui apparaissent finalement au grand jour. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, bien sûr. Mais je ne peux pas vous assurer que ça ne se fait pas. Mais cela n'est pas structuré. Il me semble qu'à votre époque, vous avez travaillé à la mise sur pied d'une sorte de cellule africaine qui réfléchissant sur la diplomatie et s'appuyant sur l'IRIC, ainsi de suite. Mais l'IRIC est un observatoire, justement, des relations internationales. Aujourd'hui, toujours. Et dès qu'il y a une opinion qui est demandée sur un sujet, l'IRIC peut vous fournir rapidement la position des analystes sur cette question. Ça se fait, bel et bien. Professeur Jean-Emmanuel Pondy, le label iricien, aujourd'hui, est-ce qu'il existe? Si c'est le cas, il est fait de quoi et qu'est-ce qu'il a apporté à l'Afrique? Le label de l'IRIC est un label planétaire, en fait. Qu'est-ce qu'il apporte à l'Afrique? Il apporte à l'Afrique d'abord une fierté d'être africain. Parce que les cours que nous donnons, j'ai trouvé d'ailleurs cela, de diplomatie du développement, qui était la première génération, donner à l'Afrique sa place réelle, c'est-à-dire un endroit qui n'est pas simplement un endroit où on vient se servir, mais qui peut aussi structurer la pensée de la marche du monde. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'un monde multipolaire, un monde polycentré, ne peut pas naître s'il n'y a qu'une pensée unique. Donc l'importance de l'IRIC, c'est de façonner une pensée africaine qui puisse être écoutée et qui puisse être appréciée, ou pas, mais en tout cas qui puisse être évaluée dans l'arène diplomatique mondiale. Et ça, c'est très important. Et je pense que ça a été le travail que l'IRIC a fait.
non seulement pour le Cameroun, mais c'est aussi pour l'ensemble de l'Afrique. Quand vous allez aujourd'hui, un peu partout, vous allez trouver, comme je l'ai dit, 60% des hauts diplomates africains sortent de l'IRIC. Si pour vous, ça n'a pas, ce pourcentage n'est pas important, je crois que c'est un pourcentage qui est absolument primordial. Ça montre donc qu'on a pu imprégner la marche du monde, mais aussi on a pu créer des réseaux. Vous savez qu'aux Nations Unies, par exemple, il y a ce qu'on appelle le groupe africain. Les résolutions qui passent aux Nations Unies font d'abord l'objet d'une concertation au niveau des pays de l'Union africaine. Et ils adoptent une position commune africaine aux Nations Unies, et à partir de ce moment-là, ils présentent cette position commune. L'autre aspect qui est intéressant, c'est que l'Afrique est le seul continent au monde, je dis bien le seul au monde, chaque année, au mois d'octobre, à présenter une position sur l'évaluation de son regard par rapport à la marche de la planète. Aucun continent ne le fait. Ça veut donc dire qu'il y a quand même... Mais ce regard n'est pas toujours pris en compte et on peut... C'est un autre débat, M. Tuitse. Mais il existe. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y a aucun continent qui le fait. Donc on ne peut pas continuer à dire que l'Afrique n'harmonise rien, alors que depuis 60 ans, en réalité depuis 1964, qui est le deuxième sommet donc, de la création de l'OUA, l'Afrique présente au monde chaque année son point de vue sur la marche du monde. Je répète ce que ne fait aucun continent. Parlant de point de vue, professeur, sur les problématiques contemporaines, il n'est pas rare de lire ou d'entendre les diplomates étrangers, mais les nôtres gardent toujours un silence, on va dire, assourdissant. Est-ce que c'est... Par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport aux problématiques contemporaines, certains sujets? Est-ce qu'à l'IRIC, vous leur enseignez la diplomatie du silence, ou alors c'est une option stratégique qu'ils trouvent sur le terrain? L'IRIC n'enseigne aucun cours intitulé « La diplomatie du silence ». Certainement pas. Mais cependant, les diplomates qui viennent à l'IRIC sont envoyés par des gouvernements. Les enseignants de l'IRIC n'ont pas mandat, ne peuvent pas demander à ces diplomates d'outrepasser les consignes que leur donnent leurs chefs d'État, qui sont les chefs de leur diplomatie, par exemple. Et y compris dans les diplomates camerounais, dont il s'agit précisément. Les diplomates camerounais relèvent du domaine de souveraineté du chef de l'État, oui. Et ils se comportent donc en conformité avec les instructions qu'ils reçoivent de celui-ci ou de ses représentants. C'est ça la diplomatie. Professeur Jean-Emmanuel Pondy, qu'est-ce qui pourrait ou qu'est-ce qui devrait changer à l'IRIC pour les prochaines années, passer le cycle de ce cinquantenaire? Quelles sont les réformes qu'il faut entreprendre? Ce qu'il est important de recommander, c'est une diplomatie davantage de militantisme pour l'Afrique. C'est-à-dire une diplomatie qui est prête à aller au front en ce qui concerne la défense des intérêts africains, encore plus qu'aujourd'hui. Parce qu'on sent très bien que par rapport à il y a 20 ans, l'affirmation de l'Afrique sur le champ international est incontestable. On sent très bien que l'audace des pays africains vis-à-vis de leurs anciens interlocuteurs, où ils ne semblaient être que des bénis-oui-oui, on sent très bien que cette page est en train d'être tournée. Et tant mieux pour la marche du monde. Une Afrique prospère est une bonne chose pour l'ensemble de la planète. Il n'est pas bon qu'on ait d'un côté des mendiants, des pauvres, qui n'aient rien, et puis d'un autre côté, ceux qui se donnent comme mission de toujours venir, sur le plan humanitaire, entre guillemets, secourir les autres. Ce schéma n'est pas le bon schéma pour l'équilibre mondial. Il faut que chaque partie du monde puisse être à même de se prendre en charge et de maîtriser son destin. C'est ainsi que nous aurons un dialogue des cultures, un dialogue de civilisation qui soit réel, où chacun respecte l'autre et où il y a un respect mutuel. C'est à ça que doit travailler, à mon avis, la diplomatie africaine. Concrètement, quand nous sommes représentés à l'étranger, quand nous acceptons des représentations culturelles, par exemple ici, il faut aussi que ces mêmes représentations culturelles de l'Afrique soient projetées dans le monde. On ne doit rien nous imposer. Des centres culturels africains dans le monde entier, par exemple. Ça, c'est très important. Parce qu'on ne peut pas accepter les autres, ce qui est une bonne chose d'ailleurs, mais aussi sans retour. La réciprocité étant, bien sûr, comme vous le savez, la marque de fabrique de la diplomatie. Donc, une plus grande affirmation dans le futur me semble un chemin
envisageable d'ailleurs, et qu'on est en train de voir. Ce n'est pas contre les autres, mais c'est pour nous-mêmes. Une ou deux questions d'actualité sur lesquelles je vous prierai de répondre de manière synthétique et ramassée. D'abord, sur l'Ukraine, le retentissement de la crise en Ukraine, au Cameroun, et surtout d'ordre économique, avec donc une certaine flambée des prix, mais aussi des pénuries réelles ou suscitées. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres conséquences à redouter, ou peut-être qui sont déjà réelles, notamment au plan, par exemple, des relations bilatérales ou multilatérales entre notre pays et les acteurs de l'avant-scène de ce conflit? Pour ma part, je pense que ça peut aussi être vu comme une opportunité pour les pays africains de cultiver et de substituer les anciennes consommations qu'ils avaient, les substituer à des consommations locales. Pour moi, ça peut être plutôt vu comme une bonne chose. Et les crises sont des moments, bien sûr, de traumatisme quelquefois, mais les crises sont aussi des moments de remise en question et des moments, naturellement, d'adaptation positive. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Le Premier ministre, chef du gouvernement, représente le chef de l'État à Kigali, au sommet des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth, au Rwanda. Alors, une instance comme celle-là qui est considérée par certains, au même titre que la francophonie, comme un instrument, on va dire, de recyclage du pacte colonial, qu'est-ce qu'il nous apporte concrètement? Qu'est-ce que nous y gagnons? Je pense que les Africains, nous devons arrêter de jouer toujours le rôle de la victime expiatoire. Ces deux organismes dont vous parlez présentent peut-être certains aspects de relent colonial, puisqu'ils reposent sur une langue que les Africains n'ont jamais choisie, mais qui avait été imposée à l'époque. Mais on ne peut pas continuer indéfiniment sur ce registre-là. La question que nous devons nous poser, c'est comment exploiter cela à notre avantage. Et ça demande de la ressource en termes de pensée, en termes de réflexion. Malheureusement, beaucoup d'Africains ne sont pas prêts à investir dans la réflexion. Et c'est ça le vrai problème. Le développement aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'abord la capacité de réfléchir sur les circonstances de l'accroissement de son bonheur et de la maîtrise de son destin. C'est ça le développement, c'est pas autre chose. Or, si nous refusons d'investir dans ces domaines, comme malheureusement on est bien obligé de le constater, la plupart des Africains estiment, à tort à mon avis, qu'investir dans la pensée, le savoir et la connaissance est une perte de temps et d'argent. Erreur catastrophique. Et c'est pour ça que des endroits comme l'IRIC sont des endroits stratégiques extrêmement importants. Extrêmement importants. Si vous perdez la bataille des idées dans le monde, vous n'êtes plus rien. Il y a, dernière question d'actualité, cette semaine, le retour d'une relique de Patrice Emery Lumumba en Afrique, et cela suscite une onde d'émotion. Alors, passé le coup diplomatique qui peut émouvoir, on va dire que la chose ressemble un peu à un blanchiment de tombeau. Les odeurs remontent et suscitent la colère, les odeurs de l'histoire, naturellement, et du choc historique. Vous avez réagi comment à cette actualité? Je connais malheureusement plutôt très bien ce dossier. C'est le 17 janvier 1961 que Patrice Emery Lumumba est assassiné à coups de balle avec deux autres de ses compatriotes. Mais ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que son corps a été coupé à la scie et dissous dans de l'acide chlorhydrique. Je répète, dissous dans de l'acide chlorhydrique. Donc, quand on parle de reliques de son corps, il s'agit d'une dent en or, puisque son corps a été traité de manière à ce qu'il ne soit enseveli nulle part. Alors, des deux choses l'une, ou bien il ne représentait rien, comme le prétendaient ceux qui l'ont tué, auquel cas on devait normalement l'enterrer, ou alors il représentait beaucoup de choses qu'on craignait, alors on n'a pas voulu qu'il y ait un lieu de sa mémoire où on peut aller se recueillir. La tragédie de Patrice Lumumba est en fait la tragédie de toute l'Afrique. Je reconnais que c'est une bonne chose qu'au moins qu'on restitue la dent en or de Patrice Lumumba. Parce que c'est ça qu'on masque par le terme les reliques. Il n'y a pas de reliques, puisqu'il a été, comme je l'ai dit tout à l'heure, dissous dans de l'acide chlorhydrique dans le Katanga.
je donne la date de 17 janvier 1961. Tout simplement parce qu'il avait dit que l'indépendance est un droit humain et non pas une faveur que pouvait accorder un pays à un autre ou une civilisation à une autre. Je ne sais pas en quoi ce qu'il avait dit était faux. Je ne vois pas en quoi. Donc, je dis que la diplomatie africaine, justement, est attendue au carrefour de ces aberrations-là, où elle doit justement redire les droits humains, la violation des droits humains, non pas dans un esprit belliciste, non pas dans un esprit d'antagonisme, mais dans un esprit de respect, une fois de plus, des valeurs humaines qui doivent s'appliquer à tous les êtres humains. Je vois que c'est une actualité qui vous choque. J'espère que ça ne vous choque pas que je dise que vous êtes un passionné de football et des Lions indomptables. Bon, comme tous les Camerounais, je pense bien, c'est le cas. D'ailleurs, vous avez écrit récemment un livre, Comprendre l'impact des Lions indomptables du Cameroun dans la géopolitique du football mondial. Alors, je vous invite à revisiter une récente actualité au sein des Lions indomptables qui a fait l'objet de beaucoup de vagues sur Internet. La sortie du président de la FECAFOOT, la fameuse phrase « Je ne suis pas content », c'est sur ça que revient Aboubacar Abo dans sa chronique sociale « L'air du temps ». Et je bagarre avec tout le monde. Ton martial, la mine sévère, voilà une image bien loin du traditionnel sourire de Samuel Eto'o. Et pourtant, le président de la FECAFOOT s'est répandu au vitriol après la victoire en demi-teinte de l'équipe face au Burundi. Les places seront chères, je vous dis. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Vous devez faire votre job. Celui qui veut venir porter le maillot du Cameroun, il fait son job quand il est dans cette équipe. Sinon, il ne vient pas et je serai content. Si la tanière a encaissé sans mot à dire, les remontrances à eux adressées, les indomptables du rire, eux, s'en sont donnés à cœur joie. Sur la toile, des dizaines de parodies différentes rejouent la scène du vestiaire avec à chaque fois le même scénario. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content, même pas un peu. Personne n'a sa place assurée sur cette table. Personne n'a sa place assurée sur cette table. Sachez que la place d'aucun de vous n'est assurée dans mon entreprise. J'ai pleuré pendant plusieurs années parce que je manquais mon baccalauréat. Mais je sais quel problème j'avais. Je sais quel problème j'avais. Et je sais pourquoi j'ai raté mon baccalauréat. Et puisque quand on parle du rire, trop c'est jamais assez, certains poussent la comédie plus loin en mimant des maris qui rappellent à leurs femmes que la porte du foyer n'est pas définitivement scellée. Vous devez savoir que la place d'aucune d'entre vous n'est assurée dans cette relation. Chacune doit faire ses preuves. Parce que vous ne savez pas les pressions comment je subis de l'extérieur. Toutes les filles veulent être en couple avec moi, mais je suis en couple avec vous trois. Et chacune doit faire ses preuves dans mon cœur. Ça joue, ça taquine, ça respire. C'est le Cameroun comme on l'aime, où on s'empresse de rire de tout. Professeur Jean-Emmanuel Pondy, impossible de finir sans aborder un sujet qui fâche. Et vous conviendrez avec moi que la grandeur et la notoriété des lyriques ont été entachées par des scandales de corruption au concours d'admission et des tripatouillages des listes, notamment entre 2013 et 2015. Comment convaincre aujourd'hui du retour à l'orthodoxie et aux bonnes mœurs? Bon, je répondrai en disant que effectivement, on a quand même connu quelques périodes de turbulence dans le moment que vous êtes en train d'indiquer, c'est vrai. Lyrique, malheureusement, est aussi en proie à certaines des turpitudes qu'on peut remarquer ailleurs. Je dis bien malheureusement. Mais je pense que depuis 2015, parce que vous avez bien fait la différence, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, je crois que cela a été rectifié. Beaucoup a été fait par déjà la tutelle académique de Lyrique, appuyée par la tutelle administrative, qui est le ministère des Relations extérieures. Tout ce beau monde a travaillé pour que jamais plus ne revienne ce type de dérive qu'il faut absolument condamner et qu'à Lyrique, cela a été condamné de manière claire. Et je pense que tout a été mis en ordre pour que ça ne revienne plus. Lyrique, c'est plutôt, à mon avis, démarqué par la rectitude de la façon dont les choses ont été gérées là-bas depuis 1971. Un des exemples, c'est que Lyrique a été le premier établissement
je crois que c'était en 2000, dans les années 2000, a instauré, quand il y a deux notes au concours qui sont très proches, de 3 points, il y a une 3e correction. La 3e correction vient de l'IRIC, par exemple. Il y avait 2 corrections. Quand c'est des notes qui sont plus proches, il y a une 3e correction pour le concours d'entrée à l'IRIC, par exemple. Bon, ça, les gens ne le savent pas, mais c'est justement la quête de l'excellence académique. Et c'est dommage que quelques bavures, parce qu'elles n'étaient pas nombreuses, ce à quoi vous faites allusion, c'est arrivé seulement 2 fois ou 3 fois à l'IRIC, pas plus. Est-ce que vous mais rassurez... en 50 ans, non, je m'excuse, en 50 ans, quand il y a eu 3 bavures, je ne pense pas qu'on puisse maintenant infecter tout le processus en disant que rien ne marche là-bas, où il y a eu des problèmes. Ce n'est pas ce que vous avez dit. Mais dans l'esprit des gens, je dis que 3 bavures en 50 ans, je crois quand même que ce n'est pas la catastrophe, même si ça aurait dû être évité, effectivement. Vous rassurez également ceux des Camerounais qui pensent que l'IRIC, c'est comme beaucoup de grandes écoles du Cameroun, on y entre en donnant quelque chose. Vous leur rassurez que ce n'est pas une pratique. Pour avoir été directeur de l'IRIC, je ne suis pas au courant de cela. C'est justement à ce titre que je ne suis pas au courant de cela. Je peux dire que je ne sais pas que ça s'est passé. Je ne crois pas. En tout cas, je parle en ce qui engage ma responsabilité. En tout cas, vous n'avez jamais reçu un appel? Jamais. Jamais une enveloppe du temps où vous étiez directeur? Encore moins. Professeur Jean-Emmanuel Pondy. Et je mets au défi qui que ce soit de me contredire d'ailleurs. Terminons par vous-même et ne dites pas que le moi est haïssable. Après le parcours des titans que vous avez jusqu'ici, professeur titulaire des universités, écrivain, directeur de l'IRIC par le passé, secrétaire général des prestigieuses universités de Yaoundé 1 et Yaoundé 2, vice-recteur, aujourd'hui recteur de l'Université des technologies de l'information et de la communication, ainsi de suite. Est-ce que vous visez encore, on va dire, plus haut et plus loin dans votre carrière? Oui, je vise plus loin, c'est-à-dire pouvoir laisser à la postérité un ensemble d'œuvres qui pourra servir non pas aujourd'hui, mais également dans 50 ans. Voilà ce que je vise. Ces œuvres peuvent-elles aussi passer par un décret? Non, je parle des œuvres académiques, surtout. J'ai déjà été bénéficiaire de nombreux décrets du chef de l'État. S'il y en a 10, c'est le minimum. Donc je pense qu'il ne faut pas exagérer, il faut aussi en laisser pour les autres quand même. Professeur Jean-Emmanuel Pondy, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de la CRTV. Merci pour l'invitation de la CRTV et merci pour toutes les autorités camerounaises qui m'ont fait confiance jusqu'à présent et j'espère avoir fait le maximum et le mieux dont j'étais capable. Merci à tous, au chef de l'État, aux ministres, à tout le monde, aux personnalités et surtout à mes étudiants qui pendant 35 ans ont accepté d'écouter les enseignements qu'on leur a dispensés. Je remercie tout le monde et à bientôt. À bientôt et ceux qui veulent vous retrouver dans l'immédiat peuvent aller sur Internet où vous avez une page Facebook, une chaîne YouTube et une plateforme Amazon où vos ouvrages notamment sont exposés. Ils peuvent donc prendre attache avec vous à travers ces différentes plateformes. Bonne suite des programmes sur la CRTV, mesdames et messieurs. Prenez soin de vous et prenons soin de notre beau pays, le Cameroun. Bonsoir. « 52 minutes de bonheur sur la CRTV et nulle part ailleurs, c'est l'afterwork. Je dois là me punir, m'informer et mes rêves.